La glande parotide est une glande exocrine, une glande séreuse qui va sécréter de la salive. Elle fait partie des glandes salivaires principales. Il existe 3 glandes salivaires principales qui sont la glande parotide, la glande submandibulaire et la glande sublinguale. Sur une vue latérale de l'extrémité crânio-faciale, on peut venir représenter des repères importants que sont le méa acoustique externe, en avant l'angle mandibulaire et en arrière, ici depuis la mastoïde, le relief du muscle sternocléido-mastoïdien pour mettre en place cette glande parotide qui va venir se mouler dans sa loge limitée en avant par la branche mandibulaire, en haut par le méa acoustique externe et l'articulation temporomandibulaire, et en arrière et en bas par le sternocléido-mastoïdien. Cette glande parotide sécrète de la salive, tout comme la glande submandibulaire que l'on peut représenter ici, débordant du bord du corps de la mandibule, et la glande sublinguale, qui vont toutes se drainer dans la cavité buccale, et la glande parotide n'y manque pas et se draine dans la cavité buccale par son conduit, qu'on appelle le conduit parotidien. On appelle aussi en clinique le canal de Sténon. La sécrétion salivaire, c'est quand même 1 litre de salive par jour, en différenciant la sécrétion des glandes salivaires principales, principalement lors de la mastication, de la sécrétion des glandes salivaires accessoires réparties dans la cavité buccale pour l'humidification en permanence de cette cavité. Dans cette glande parotide, à l'intérieur, et même si je vous le mets en très plein, existe un rapport très important qui se fait avec le nerf facial extracrânien, qui va venir se diviser à l'intérieur de cette glande parotide pour aller innerver au plan moteur les muscles possiers, les muscles cutanés, qui assurent la fonction de mimique. C'est le rapport le plus important de cette glande parotide. Il est situé à l'intérieur et il divise classiquement, comme on le retrouve dans un certain nombre d'ouvrages, la glande parotide en 2 lobes. Un lobe superficiel, un lobe profond. Mais il est décrit comme un signé à l'intérieur d'un livre. En fait, c'est lors du développement embryologique que le nerf facial va avancer vers les muscles possiers, que la glande parotide va reculer pour se caler comme un coin derrière l'angle mandibulaire, et la parotide et les branches du nerf facial vont alors être très intriguées. Nous allons étudier la morphologie de cette glande parotide, sa morphologie externe, un petit peu sa structure, et puis nous étudierons ses différents rapports. Tout d'abord, en ce qui concerne sa morphologie externe, on peut représenter cette glande parotide, nous avions ici l'extrémité crâniale, l'extrémité ventrale, sur un schéma en vue latérale, avec l'extrémité crâniale et la partie ventrale de cette glande parotide, qui va présenter tout d'abord une base. C'est une glande plutôt prismatique, une base supérieure, un bord postérieur et un apex inférieur. Un bord antérieur caractérisé par l'existence d'une petite gouttière en rapport avec les prolongements de cette glande parotide, et de cette glande émerge le conduit excréteur de la glande qu'on appelle le canal parotidien ou conduit de Sténon. C'est une glande qui est lobulée, de couleur brun chamois, qui va peser environ 25 grammes et qui mesure un peu moins de 10 cm, on va dire 8 cm à peu près de hauteur. Elle est évidemment encapsulée dans un petit fascia conjonctif, fascia qui donne des petits prolongements à l'intérieur de cette glande à l'origine de la structure en lobule, et ces fascias vont présenter un certain nombre d'adhérences au niveau du méa acoustique externe, au niveau de l'articulation temporomandibulaire, également au niveau du muscle sternocléido-mastoïdien. Si l'on représente maintenant cette
même glande parotide sur une coupe plutôt horizontale avec la partie ventrale ici en avant, on peut bien sûr mettre en place ce conduit parotidien qui souvent naît de deux petits conduits, c'est relativement variable à partir de ce qu'on appelle le lobe profond et le lobe superficiel, et qui est dû à la réunion de très nombreux petits canaux, très nombreux petits canaux excréteurs dans cette glande parotide. Donc voici le bord antérieur, la face latérale, le bord ici postérieur et le bord postéromédial qui peut présenter un certain nombre de prolongements, ces prolongements étant situés dans les points de faiblesse de ce qui entoure la parotide, de la loge parotidienne. Il peut exister des prolongements médians vers le pharynx, ici on représente une glande parotide à gauche, des prolongements antérieurs, masséterins, un prolongement ptérygoïdien, d'ailleurs dans lesquels des tumeurs peuvent se développer. Les pathologies principales de cette glande parotide sont évidemment d'abord infections qui peuvent être virales, la plus importante, la plus fréquente étant la parotidite ourlienne, dans lequel il existe une hypertrophie bilatérale des glandes parotides douloureuses, c'est les oryons, mais aussi des pathologies tumorales, avec la pathologie, la tumeur la plus fréquente qui est l'adénome pléomorphe, et aussi des calculs, mais qui sont relativement rares et qui peuvent venir obstruer les canaux excréteurs de cette glande parotide. On va maintenant mettre en place les différentes parois de cette loge, et principalement la paroi postéromédiale, qui est la paroi la plus difficile à concevoir, la plus difficile à comprendre. Sur une vue latérale de l'extrémité crânio-faciale, au niveau de laquelle on met en place ici le méa acoustique externe, le processus mastoïde de l'os temporal, la cavité glénoïde d'articulation temporomandibulaire et son tubercule temporal. Ici, sous l'arcade zygomatique, on aurait représenté l'orbite ici, mais cela ne nous intéresse pas particulièrement pour cet exposé. Ici, le condyle mandibulaire représenté en situation de position de repos dans la cavité glénoïde, l'angle mandibulaire vers l'avant, ici le processus coronoïde de la mandibule, et ici la ligne oblique externe. Il faut représenter en bas de ce schéma un rapport très important qui se fait avec l'os hyoïde à la partie inférieure. On peut mettre en place maintenant un certain nombre de structures de cette paroi, et notamment, ici en avant, le muscle masséter, tendu depuis l'angle mandibulaire jusqu'à l'os zygomatique, très oblique en bas et en arrière, et qui va constituer en dehors une partie de la paroi antérieure de cette loge parotidienne, avec en dedans son muscle presque parallèle, qu'est le ptérygoïdien médian. On peut mettre en place également le muscle sternocléidomastoïdien, avec notamment ici ces insertions mastoïdiennes, et ce muscle sternocléidomastoïdien va être ici, pour les besoins du schéma, récliné en arrière, de manière à voir les différentes structures de cette région parotidienne, le muscle sternocléidomastoïdien participant à la constitution de la paroi latérale de cette loge parotidienne. Voilà écarté en arrière. On peut représenter ici l'écarteur qui va venir le récliner en arrière. On peut représenter également, voilà son bord antérieur, que l'on peut ici marquer d'un petit trait de fusain, et l'on va représenter les structures plus profondes maintenant, en commençant par le ventre postérieur du muscle digastrique, qui va venir s'insérer depuis la mastoïde et présenter en regard de la petite corne de l'os hyoïde un tendon intermédiaire avant de se poursuivre par
ici en avant son ventre antérieur qui vient se terminer sur la mandibule. D'autres muscles et structures importantes à mettre en place vont être des structures qu'on dit styliennes. Voici le processus styloïde de l'os temporal sur lequel vont s'insérer un certain nombre de muscles. Tout d'abord, le muscle stylo-hyoïdien qui se termine par un tendon qui va venir réaliser une véritable poulie autour du tendon du muscle digastrique en s'insérant sur la petite corne de l'os hyoïde. On peut représenter également, et qui lui est très parallèle, un ligament, le ligament stylo-hyoïdien, et puis un ligament stylo-mandibulaire jusqu'à la mandibule, enfin un muscle styloglosse vers la langue et un muscle stylo-pharyngien à la partie postérieure. Je ne représente pas la paroi pharyngée située plus en dedans. Ces structures vont constituer la paroi postérieure et médiale de la glande de la région parotidienne et constituent ce que Rioland avait appelé le diaphragme stylien, constitué d'expansion du fascia prétrachéal, de la ponévrose cervicale moyenne. Voilà ce diaphragme stylien qui ne sera représenté que dans sa partie la plus supérieure, laissant apercevoir en dessous les éléments dont je viens de parler et qu'il faut pouvoir voir sur cette représentation. Voilà donc ce diaphragme stylien. Ce diaphragme stylien, dans cette région parotidienne, va être traversé par un certain nombre d'éléments, et notamment le nerf facial qui, on a dit, est un rapport essentiel de cette région parotidienne. Ce nerf facial va pénétrer dans la région parotidienne à sa partie la plus supérieure, sous la base du crâne, après son émergence au niveau de son foramen de sortie de la base du crâne, le foramen stylomastoïdien, et il va traverser ce diaphragme stylien entre le ventre postérieur du muscle digastrique et le muscle stylo-hyoïdien. Une deuxième structure très importante qui va venir pénétrer dans cette région parotidienne, c'est l'artère carotide externe. On sait que l'artère carotide externe naît de la bifurcation carotidienne, ici représentée en regard de la grande corne de l'os hyoïde, et va donner différentes branches, notamment cette artère carotide externe qui va venir pénétrer dans cette région parotidienne entre le muscle et le ligament, stylo-mandibulaire, et venir donner dans cette région parotidienne, tout d'abord à la partie supérieure, ses branches terminales, et notamment l'artère maxillaire, à la partie supérieure, et beaucoup plus superficielle, l'artère temporale superficielle pour la vascularisation de la région temporale, du scalpe temporal. Voilà la bifurcation carotidienne, et donner un certain nombre de branches collatérales que l'on reverra un peu plus tard et qui ne présentent pas d'intérêt particulier ici. À la partie latérale, maintenant, on peut venir représenter également un autre feuillet, la lame superficielle du fascia cervical qui va venir entourer le muscle sternocléidomastoïdien en avant et venir se prolonger vers l'aponévrose macétérine en formant un petit renforcement qu'on appelle la bandelette maxillaire ou bandelette mandibulaire, qui sera véritablement une sorte de hamac qui viendra soutenir la glande parotide, voilà le fascia macétérin dans le prolongement de cette bandelette
bandelette maxillaire. Donc cette glande parotide, on va pouvoir la représenter. Je vais vous la mettre cette fois en pointillé pour ne pas surcharger le schéma, avec ici son apex, son bord antérieur, le conduit parotidien qui sera en rapport avec le muscle masséter, et ici sa partie supérieure. Voilà pour ces rapports, voilà pour ces différentes structures, différentes limites de la région. On va poursuivre en mettant en place les rapports à l'intérieur de cette glande parotide. Pour mettre en place ces rapports à l'intérieur de la glande parotide, on peut réaliser tout d'abord un premier schéma qui sera une vue latérale de cette parotide. Très simplement, on peut ici mettre en place le lobule de l'oreille. La parotide, comme son nom l'indique, c'est la glande autour de l'oreille, para-otis, donc autour de cette oreille. Voilà l'orientation du muscle sternocléido-mastoïdien, et voilà ici représentée la mandibule en dessous. Bien. La glande thyroïde occupe donc cette région autour de l'oreille. Elle est donc lobulée, brun chamois. On a déjà expliqué tout ça, et elle va être traversée par un certain nombre d'éléments vasculaires et nerveux qui vont émerger par différents pédicules de cette glande parotide. Voilà le conduit excréteur, conduit canal de Sténon. Et donc, de cette glande parotide, si le nerf facial y rentre, il va sortir en donnant ses branches terminales. Il existe classiquement, alors c'est assez variable, 5 branches terminales extraparotidiennes, une branche temporo-frontale, une branche zygomatique, une branche buccale. Certains divisent en une buccale inférieure et une buccale supérieure, mais la branche buccale circule avec le conduit parotidien, une branche marginale du nerf facial contre le bord inférieur de la mandibule, et une branche pour les muscles pauciers, une branche plutôt platysmale. Mais il existe d'autres petites structures que l'on peut représenter en orange, et par exemple, ici, derrière le muscle sternocléido-mastoïdien, les branches du plexus cervical superficiel avec le nerf petit occipital, le nerf grand auriculaire, le nerf transversal, le nerf supraclaviculaire, donc on est du plexus cervical superficiel, et notamment ici cette branche grand auriculaire qui peut être sectionnée lors de la chirurgie d'exérèse de la glande parotide, et entraînant une insensibilité du lobe de l'oreille. Également, on peut représenter, ici sortant de son pôle supérieur, le nerf auriculo-temporal qui dépend morphologiquement de la 5e paire d'airs crâniens, du nerf lingual, et qui va être une branche à la fois sensitive pour la zone en avant du tragus et du conduit, la zone qu'on appelle la zone de Ramsay-Hunt, mais qui sera aussi la branche qui servira à la sécrétion de la glande parotide. On en reparlera si nous avons un petit peu plus de temps. Alors, ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que, alors je vous ai fait les rapports nerveux, il existe des rapports vasculaires également que nous allons maintenant traiter. Sur une vue latérale, donc avec la partie crânienne en haut et la partie ventrale en avant du tableau, on peut représenter tout d'abord l'élément le plus profond de cette glande parotide, constitué par l'artère carotide externe qui circule dans cette glande et va donner ses branches terminales que sont l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire, mais qui va donner également d'autres branches, une artère auriculaire postérieure qui donnera une artère stylomastoïdienne, une artère occipitale. Bien, alors on va les mettre, hein. Artère maxillaire, artère temporale superficielle, artère stylomastoïdienne, artère
occipitale, artère auriculaire postérieure, artère carotide externe. Le plan plus superficiel, c'est le plan veineux. Le plan veineux est constitué de la réunion de la veine temporale superficielle et de la veine maxillaire qui vont se réunir pour former la veine jugulaire externe, qui va venir sortir au pôle inférieur et postérieur de cette glande parotide avec un certain nombre d'affluents. Alors on ne parle pas de petits affluents, mais essentiellement d'un affluent très important qu'on appelle la veine rétromandibulaire, avant communicante intraparotidienne et qui anastomose avec la veine faciale, tout comme parfois l'existence de deux petites veines carotides, veine rétromandibulaire anastomosée avec la veine faciale, la veine carotide externe anastomosée avec le tronc thyrolingo-facial, donc des anastomoses avec le système de la veine jugulaire interne. Plus superficiellement, et on l'a déjà bien compris, le nerf facial qui va pénétrer dans la parotide accompagné de l'artère stylomastoïdienne, puisqu'il émerge par ce foramen stylomastoïdien, et se diviser par son tronc en ses branches terminales, essentiellement deux branches, une branche fronto-temporale et une branche cervico-faciale, mais bien souvent ce tronc se trifurque pour donner la branche buccale, et il existe à l'intérieur de la glande parotide un certain nombre d'anastomoses que l'on ne retrouve pas une fois sorti de la parotide. Donc je vous dis, on est véritablement dans la glande parotide que l'on peut maintenant venir représenter ici. Donc on va la représenter sectionnée ici à la partie supérieure. Donc vous voyez que les éléments vont réellement pénétrer dans la glande. Voilà pour la partie supérieure. Et puis à la partie inférieure, on va laisser la partie centrale un petit peu libre. Avec ici, on va venir représenter le conduit parotidien. Ici, le pôle inférieur. Et voilà, cette glande parotide qui a été reconstituée, et on va laisser évidemment, de manière à bien y voir, une fenêtre dans cette glande qui permet de voir les différents éléments et les différents rapports intraglandulaires. Et les différents rapports intraglandulaires, donc à l'intérieur de cette glande parotide. Et à l'intérieur de cette glande parotide, il faut également évoquer l'existence d'un système lymphatique extrêmement développé, puisque l'on peut considérer la glande parotide comme un véritable système lymphatique à part entière, et il va exister plusieurs types de nœuds lymphatiques dans cette glande parotide. Tout d'abord, des nœuds lymphatiques très superficiels, que l'on dit extracapsulaires, et qui vont plutôt être en rapport avec le drainage d'éléments plutôt superficiels cutanés. Alors qu'il existe également des nœuds plus profonds qui vont suivre essentiellement le système veineux, et que l'on peut venir parfaitement représenter sur ce schéma, puisque ce dernier a été parfaitement ouvert, et donc on peut venir mettre en place des nœuds lymphatiques
parotidien, alors extra-capsulaire, évidemment je ne représente pas la capsule, et intraparotidien le long des veines, principalement la veine jugulaire externe, qui assure le drainage de nombreux éléments. Bien. Pour compléter ce schéma, il faut venir mettre en place le nerf auriculotemporal qui va pénétrer à l'intérieur de la glande parotide et qui va effectuer une petite boucle en arrière des vaisseaux pour réémerger à son bord, à sa face plutôt supérieure et assurer, comme on l'a dit, se divisant en plusieurs branches, l'innervation sensitive de la zone gramséenne, mais également l'innervation sécrétoire de cette glande parotide qui se fait par le biais de différentes fibres nerveuses qui vont depuis le noyau salivaire inférieur dans la colonne viscéromotrice du plancher du quatrième ventricule, emprunter les fibres de la 9e paire des nerfs crâniens et établir une anastomose en passant par les nerfs, tout d'abord tympaniques de Jacobson, puis le nerf petit pétreux, avant que d'arriver dans le ganglion otique et rejoindre le nerf lingual qui donne ce nerf auriculo-temporal qui participe à la sécrétion parotidienne, sécrétion en rapport avec des boucles réflexes, notamment un réflexe gustatif très classique, des réflexes gustatifs que l'on dit réflexe de Najotte, qui explique que lorsque les aliments arrivent sur la langue, via l'innervation sensitive gustative, sans rentrer dans les détails, vont établir un réflexe qui vont entraîner la stimulation de ce nerf auriculo-temporal et entraîner la sécrétion parotidienne lors de l'alimentation, lors des repas. On va terminer de préciser l'ensemble de ces rapports et les résumer sur un dernier schéma, une dernière coupe qui va être orientée tel un scanner avec la partie ventrale en haut et la partie gauche à droite du tableau, scanner passant par le corps vertébral de l'atlas, première vertèbre thoracique qui ne présente pas évidemment de corps vertébral. En avant, on peut venir représenter ici la mandibule avec sa lingula mandibulaire, non loin de laquelle on peut mettre en place le nerf lingual et le nerf mandibulaire, va pénétrer dans cette mandibule. Latéralement, la masse du muscle masséter, on l'a vu. Plus en dedans, la masse du muscle ptérygoïdien médial et cette sangle ptérygomassétérine en arrière de la branche de la mandibule, ces éléments étant entourés de fascia, le fascia interptérygoïdien se prolongeant avec le fascia massétérin, en prolongeant le fascia superficiel, on va le revoir. On reprend le pharynx, on reprend la fibreuse, on reprend l'arc de l'atlas, je n'ai pas laissé suffisamment de place, et on repose l'aponévrose profonde, la lame prétracale du fascia cervical. On peut mettre en place le processus styloïde de l'os temporal en coupe avec des masses musculaires qui vont constituer le rideau stylien, un muscle tout d'abord stylo-yoïdien, un muscle styloglosse, un muscle stylo-pharyngien et un muscle stylo-yoïdien, ces muscles étant entourés par le diaphragme stylien constitué pour Riolan
de deux roses blanches qui sont les ligaments stylo-hyoïdiens et le ligament stylo-mandibulaire, on en a parlé, et de deux roses rouges, de trois roses rouges que sont les muscles stylo-hyoïdiens, styloglosse et stylo-pharyngien. Bien. Plus en dehors, on va représenter le ventre postérieur du muscle digastrique entouré par la lame prétrachéale du fascia cervical. Ici, la lame superficielle du fascia cervical se prolonge et rejoint la lame massétérienne. On peut mettre en place maintenant dans cette région parotidienne les différents rapports avec tout d'abord l'élément le plus profond qui est constitué par l'artère carotide externe, plus latéralement la veine jugulaire externe et évidemment émergeant entre le muscle stylo-hyoïdien et le ventre postérieur du muscle gastrique, le nerf facial. Voilà cette glande parotide qui donc se moule dans sa loge et va pouvoir présenter un certain nombre de prolongements pharyngiens qui peuvent parfois exister, des prolongements en arrière à travers le rideau stylien, par exemple vers le trapèze, ou des prolongements vers en avant le masséter. Le conduit parotidien vient contourner et donner le bras à ce muscle masséter et on peut terminer la représentation en mettant en place ici la muqueuse de la cavité buccale, doublée par le muscle buccinateur et en dedans on peut mettre en place le corps adipeux jugal, véritable scisarcose pour ces muscles masticateurs en avant duquel le conduit parotidien donne le bras, j'ai changé de couleur, donne le bras et vient traverser la muscle buccinateur et la muqueuse en regard de la deuxième molaire maxillaire, 17 ou 27 en nomenclature internationale. Pour terminer, on peut représenter superficiellement le muscle platysma qui se prolonge par un fascia qu'on appelle le fascia parotido-massétérin, que certains appellent le SMAS, système musculo-aponeurotique superficiel parotido-massétérin, avant de représenter la peau, le revêtement cutané de cette face latérale qui est la voie d'abord chirurgicale pour atteindre cette glande parotide qu'il faut parfois retirer et il faut parfois en réaliser l'exérèse lorsqu'il existe par exemple une tumeur, un adénome pléiomorphe de cette glande parotide et alors la dissection consiste à retirer le lobe superficiel et réaliser une dissection nerveuse de cette glande parotide en faisant bien attention de ne pas créer de lésion du nerf facial. Quand cela est possible, évidemment, bien sûr, le pronostic carcinologique va primer et l'atteinte du nerf facial donnera éventuellement une paralysie faciale périphérique. Voilà pour cette anatomie de la glande parotide qui présente des rapports très particuliers. Elle peut être explorée en échographie, elle peut être explorée aujourd'hui en scanner ou en IRM, d'où l'intérêt de ces coupes horizontales. Elle peut également être explorée par scialographie, ce qui est un examen de moins en moins pratiqué. Je vous remercie.